Abba Petra, le tome 1, est construit sur 5 parties différentes, d'ampleur différentes. La première partie s'appelle Abba Petra, c'est-à-dire tente de raconter ce qu'il en est de ce lieu qui s'appelle Abba Petra. Et on retrouvera cette partie comme étant la première partie du prochain tome. Et on le retrouvera aussi dans la troisième partie. Ensuite, il y a une deuxième partie qui s'appelle le cortège des âmes, et qui est une espèce de cortège de récits, chacun étant dédié à un être humain, à un animal, à un lieu. Et donc ça, c'est des fragments d'histoire, des débuts d'histoire, qui sont racontés un peu toujours sur le même ton, qui mélange à la fois la légèreté et la gravité, et qui mélange à la fois un récit et à la fois une morale de ce récit, qui apparaît assez brutalement à la fin du récit. Alors c'est pas vraiment une morale, mais c'est en tout cas une chute. C'est-à-dire que chacune des histoires offre ou autorise une chute, au sens propre et au sens figuré. La troisième partie, c'est des éclats, c'est des bribes de pensée venues dans le temps de l'écriture du premier tome, et que j'ai gardé là, parce que ça me paraissait pouvoir éclairer l'état d'esprit dans lequel le cortège des âmes a émergé. La quatrième partie, c'est plutôt une façon d'errer à l'intérieur d'un labyrinthe de miroirs qui se renvoient les uns aux autres à la question qu'est-ce que ça veut dire écrire. Donc dans les foires d'attraction, il y avait des labyrinthes où on allait se perdre. Là, l'idée, c'est d'aller se perdre dans un réseau de miroirs qui posent tous la même question, c'est qu'est-ce que ça veut dire écrire, pourquoi écrire, etc. Et toutes les réponses sont à la fois convenues, prévisibles, et en même temps parfois gracieuses, élégantes et drôles. Puis la dernière partie, c'est qu'on retrouvera dans les deux autres, c'est une lettre dédiée à l'éditrice, dans laquelle l'auteur essaye de poser quelques éléments de questions génériques sur la période, l'édition, la nature du travail d'écrire, de partager, d'essayer de donner quelques repères à la fois précis et qui sont à la fois des vraies pistes et des fausses pistes. Par exemple, dans le premier tome, l'auteur attire l'attention de l'éditrice sur le fait qu'il cite assez longuement des extraits de l'œuvre d'un écrivain chrétien provincial qui s'appelait Gaston Roupnel, dont l'auteur dit qu'il fait partie du compartiment de troisième classe de la littérature contemporaine, en tout cas perçu comme tel. Et ce que j'ai trouvé drôle et que je vais faire dans chacun des prochains tomes, c'est d'utiliser des textes d'un tiers complètement à contresens, pour parler vraiment d'autre chose. En l'occurrence, quand Gaston Roupnel parle de Dieu, moi je parle de l'écriture. Et j'applique à la notion d'écriture ce que lui applique à la conception qu'il a de Dieu. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que ce qu'il a dit à propos de Dieu m'intéresse uniquement parce que ça me parle à moi des questions que je me pose sur l'écriture. De là à penser que écrire, ça n'est rien d'autre que
la tentative désespérée et vaine de s'approcher du mystère du sacré ou du divin, il n'y a qu'un pas. Mais moi, je ne franchis pas ce pas. Donc c'est à la fois une vraie piste, parce que c'est merveilleusement écrit, et une fausse piste, parce que parle de quelque chose qui ne me concerne pas. Mais les mots qu'il emploie, au mot près, à la virgule près, sont exactement le mieux que j'aurais pu écrire de ce que je cherchais à dire sur l'écriture.